Je m'appelle Darren, 27 ans, ingénieur logiciel. Ma vie n'est pas un scénario de film. Elle est simple. Je travaille, je paie mes factures, j'ai un petit appartement juste assez propre pour ne pas être un danger biologique. Le pilier de mon existence, ce sont mes amis, mon crew. Il y a Simon, mon meilleur ami depuis l'enfance, celui avec qui on construisait des forts en coussins de canapé. Il a la langue plus acérée qu'une lame et un humour noir comme du café serré, mais c'est la personne la plus loyale que je connaisse. Ray, le stoïque, le calme, qui réfléchit 10 secondes avant de parler. Il est l'encre du groupe. Et Eugène, solide et bienveillant, toujours partant pour n'importe quoi, notre vie sociale est une machine bien huilée. Quelques soirs dans la semaine, on se connecte sur Discord pour jouer à tout ce qui nous amuse. Le week-end, c'est chez moi ou chez Simon. Un rituel sacré. On commande une montagne de nourriture grasse, on lance un film d'action ridicule des années 80 qu'on connaît par cœur, et on parle de tout et de rien pendant des heures. On citait Arnold Schwarzenegger, débattons de la physique d'un film de John Woo, et faisions des blagues que personne d'extérieur à notre cercle ne devrait entendre. C'est notre espace, sans jugement, juste 4 gars ayant grandi ensemble, naviguant dans la vie adulte. Je ne cherchais pas de relation. Les applis de rencontre me semblaient un travail avec un taux de réussite minable. J'étais content. Puis, il y a 8 ou 9 mois, je suis allé à l'anniversaire d'une ancienne collègue. C'est là que j'ai rencontré Isabelle. Elle était près de la bibliothèque et on a commencé à parler. La conversation était incroyable. Elle était intelligente, passionnée par son travail dans une association, et son rire me faisait sentir le gars le plus drôle du monde. Elle était belle. Mais ce qui m'a captivé, c'est son intensité. Quand elle parlait de ce qui la passionnait, ses yeux brillaient. On a échangé nos numéros. Je pensais que ça s'éteindrait comme d'habitude, mais non. Rendez-vous après rendez-vous, les premiers mois ont été parfaits. Elle était attentionnée, engageante, on avait des intérêts différents, mais c'était enrichissant. Elle m'a fait découvrir de la musique, des films, de nouvelles façons de penser. J'étais heureux. Naturellement, elle a dû rencontrer mes amis. Je n'étais pas nerveux. Mes amis sont détendus et ont toujours bien accueilli mes copines. Je l'ai présenté comme un truc super casual, pizza et jeux vidéo chez moi. La soirée commence normalement. Les gars arrivent, on commande, Simon apporte une caisse de bière, Isabelle est charmante, pose des questions sur leur travail. Puis la nourriture arrive, on lance la console, les gars entrent dans leur dynamique habituelle, coop shooter, Simon trash talk les ennemis, Ray fait ses commentaires secs et drôles, Eugène rit. Je m'amuse, partage mon attention entre le jeu et elle, m'assure qu'elle se sent incluse. Mais je remarque un changement. Son sourire devient figé, moins sincère. Elle cesse de participer et observe comme une anthropologue étudiant une tribu étrange. À un moment, Simon se fait éliminer par un coup de chance improbable. Il lève les mains et lance. Bien sûr, le jeu est programmé contre le succès masculin. Une blague stupide, sarcastique. Ray rit. Je lève les yeux au ciel. Mais Isabelle a ce regard, comme si elle venait d'entendre un signal imperceptible. La soirée se termine. Les gars partent, polis. Dès que la porte se ferme, l'atmosphère change. Je me tourne vers elle, sourire aux lèvres. « Alors, qu'en as-tu pensé ?» Elle répond calmement, presque académiquement. Elle analyse la soirée. Le trash talk de Simon n'était pas juste un jeu, c'était une performance de masculinité agressive. Notre amour des vieux films d'action n'était pas nostalgique, mais une célébration inconsciente de la violence patriarcale. La blague sur le biais du jeu ? Micro-agression classique. Je suis sidéré. J'essaie de défendre mes amis. Expliquer qu'il n'y avait aucune malveillance. Elle pose sa main sur mon bras, me regarde avec compassion. Elle n'est pas en colère contre moi, mais inquiète pour moi. Elle dit que j'ai été plongé si longtemps dans cette chambre d'écho que je ne voyais pas la réalité. Cette nuit-là, je balaye ça du revers de la main. Juste une collision de monde, aucun problème. Mais ce soir-là marque le début d'un schéma.
Chaque mention de mes amis devient un prétexte pour une leçon. Chaque succès ou anecdote est analysé. Simon obtient une promotion, structure patriarcale qui favorise les traits masculins agressifs, peu importe ses mérites. Ray part en camping seul, exemple d'évasion émotionnelle masculine. Chaque interaction est filtrée, chaque conversation devient un exposé. Je deviens méfiant, vague sur mes sorties. Je minimise mes journées pour éviter l'analyse. Épuisant. C'est comme si je sortais avec un critique culturel assigné à plein temps. Puis elle décide de m'intégrer à son cercle. Premier rassemblement chez ses amis, ambiance étrangère, presque stérile. Tout le monde parle doucement, calculé, les hommes semblent terrifiés de mal dire quelque chose. Ils commencent une phrase, s'arrêtent pour reformuler, font des blagues autodépréciatives sur leurs privilèges. Un type s'excuse même d'avoir pris trop de place dans la conversation. Je tente d'être moi-même, raconte une histoire drôle sur un bug au travail, en exagérant un peu, parlant d'un monstre dans le code. Silence. Une amie d'Isabelle me demande si utiliser ce langage violent est sain. Je me sens dans un zoo, observé. Isabelle est à l'aise. Je hoche la tête en essayant de ne pas dire de bêtises. Retour en voiture, silence lourd. Elle finit par me dire qu'elle est fière de moi. Fière de quoi? D'avoir survécu 2 heures sans commettre de crime de pensée. Son compliment ressemble à une évaluation de performance. Je repense à mes amis, plus libres, où je n'ai pas besoin de filtrer mes mots. Quelques semaines plus tard, c'était une grosse soirée jeu, sortie très attendue. On devait se retrouver chez Ray. Isabelle insiste pour venir avec moi. J'essaie de lui suggérer de passer une soirée seule, mais elle refuse, veut comprendre mon monde. La soirée commence correctement. Les gars sont polis, inclut Isabelle dans la conversation. Simon reste prudent, mais ça ne peut durer éternellement. Quelques heures passent, pizza mangée, bière bue, tout le monde se détend. Une pub passe à la télé, pour une boisson sportive avec une athlète célèbre. Simon, dans un moment d'humour sarcastique habituel, lance une remarque. « Waouh, je ne savais pas qu'en buvant ça, on pouvait plier l'espace-temps. » Rien de grave, juste un commentaire sur l'exagération de la pub. Isabelle se retourne immédiatement, furieuse. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Simon, surpris. « Quoi ? C'est juste une pub stupide. » Mais elle insiste. Il minimise les accomplissements d'une femme puissante, il est mal à l'aise face à la force féminine, donc il utilise le sarcasme pour se sentir supérieur. La pièce devient silencieuse, on entend même le frigo. Ray tente de calmer le jeu. C'était juste une blague sur les effets spéciaux. Isabelle, ce n'est pas juste une blague. Le langage compte, et ce langage perpétue l'idée que la force féminine est risible. Simon, abasourdi, se lève, sort sur le balcon. La soirée est ruinée. On part peu après. Voiture silencieuse, tension palpable. Dès qu'on rentre, la tempête éclate. Cette fois, ce n'est pas une analyse, mais une tirade. Isabelle m'accuse, attaque Simon comme influence toxique, misogynie cachée, ironie pour masquer ses véritables croyances. Elle est choquée que je ne le vois pas. Elle dit que sa présence est nuisible pour nous deux, que je ne suis pas en sécurité dans cette énergie négative. Pour la première fois, je réponds vivement, elle a mal interprété, humilié Simon chez lui. Elle me regarde avec pitié. Tes amis ne sont pas tes amis, Darren. Ils sont ta béquille. Ils t'empêchent de devenir un meilleur homme. Nouveau récit. Mes amis ne sont pas juste imparfaits. Ils sabotent ma vie et elle est la seule capable de me sauver. Après cette nuit, ça empire. La sabotage devient ouvert. Elle planifie nos soirées, les jours où je voyais mes amis dîner romantiques, films surprises, toujours non négociables. Si j'avais prévu Simon, elle a soudainement un mal de tête ou une anxiété. Je me sens coupable, je mens au gars, m'éloigne progressivement. Les blagues et jeux continuent sans moi. Je suis lentement retiré de ma propre vie. Ressentiment constant. Envers elle pour me placer là, envers moi-même pour l'avoir laissé faire. Mon lien avec mes amis se tend, ma relation avec elle devient un fil tendu au-dessus d'un gouffre. Point culminant, le voyage annuel au lac.
Depuis 10 ans, après le lycée, nous louons une cabane pour un week-end. Tradition sacrée. Pêche, barbecue, feu de camp jusqu'à 3 h du matin, aucun partenaire, aucun travail. C'est notre reset. Prévenir Isabelle est délicat. Je repousse. Mais un mois avant, je dois annoncer la réservation. Je tente de présenter ça doucement. Tradition importante pour nous 4. Son visage passe de neutre à tendu, puis froid. Elle réagit. Donc c'est un club interdit aux filles. Je tente d'expliquer que ce n'est pas exclure, juste un moment pour nous reconnecter. Elle voit ça comme un rituel de lien patriarcal, une régression masculine. La dispute qui suit est la plus violente jamais eue. Elle m'accuse de ne pas être sérieux, de privilégier un voyage enfantin à notre relation et à l'avenir. Je réplique. Ce voyage et mes amitiés sont importants, je ne vais pas les sacrifier. Elle part dans la chambre, claque la porte. La semaine qui suit est une guerre froide silencieuse. Repas sans se parler, silence oppressant, même les petits bruits semblent des coups de feu. On dort aux extrémités du lit, le duvet comme barrière. Chaque interaction est un test, chaque mot pesé. Quelquefois, je flanche. L'envie d'annuler, de fuir pour retrouver la paix à la maison. Mais je réalise que céder, c'est lui donner le contrôle sur ma vie et mon identité. Mes amis, mon histoire, tout sacrifié pour son idéologie. Je tiens bon, prépare le voyage. Chaque geste normal devient un acte de rébellion silencieuse. La veille du départ, la guerre froide éclate en conflit ouvert. Je prépare mon sac. Elle me regarde, bras croisés, yeux brûlants, 10 minutes sans un mot. Je finis de zipper et me tourne vers elle, prêt à affronter la tempête. Elle parle enfin, calme mais menaçante. Elle a réfléchi à notre futur, investi tant d'énergie émotionnelle. Elle me présente son cas comme un procureur. Elle n'est pas juste ma copine, elle est partenaire de croissance. Mon potentiel est étouffé par mes liens toxiques passés. Mes amis, surtout Simon, incarnent cette toxicité. Simon, dit-elle, n'est pas sarcastique par défense, mais pour maintenir son ego masculin. Son cynisme refuse de traiter les problèmes du monde. Sa loyauté n'est pas une vertu, mais un symptôme de mentalité tribale excluant les femmes. Tout est clinique, détaché de la réalité. Elle revient à moi. Ce voyage symbolise un choix, un chemin, l'avenir avec elle, l'évolution, l'autre chemin, le passé, stagnation, week-end de masculinité performative dans les bois. Elle conclut. Je ne peux pas être avec un homme qui choisit de rester dans un environnement toxique. Je t'aime, Darren, mais je dois protéger mon bien, être. Choisis maintenant, défaire ton sac et commencer frais. Dire à tes amis que tu avances, couper les liens avec ceux qui te retiennent, surtout Simon, ou sortir de cette porte pour de bon. Elle croit avoir gagné. Elle attend que je m'effondre, que je devienne son projet. Je la regarde vraiment pour la première fois, et je ne vois pas la femme dont je suis tombé amoureux. Je vois une étrangère, une fanatique, qui voit le monde comme des idéologies, pas des gens. Elle ne m'aime pas pour moi, mais pour ce qu'elle croit pouvoir faire de moi. Tout l'anxiété, la rancune, la pression disparaissent, remplacées par une clarté glaciale. Le choix est déjà fait par ses actions. Je prends mon sac, le regarde droit dans les yeux. Ok. Un simple mot. Son visage passe par un flot d'émotions. Confiance, confusion, incrédulité, choc pur. Je sors de la chambre, calme, résolu. Elle me suit jusqu'à la porte, voix aiguë. « Tu es sérieux? Tu choisis vraiment eux après tout ce que j'ai fait pour nous ?» Je me retourne, calme. Ce sont mes amis, voix posée. Ils me connaissent depuis plus de 15 ans et n'ont jamais essayé de me changer. Ils m'acceptent tel que je suis. Toi, tu es là depuis moins d'1 an et tu as essayé de reconstruire ma vie selon tes standards. Je choisis eux. On est fini, Isabelle. J'ouvre la porte et sors, sans claquer, juste fermée doucement. Je descends l'escalier, sors dans la nuit fraîche. Je ne regarde pas en arrière. Le trajet vers la cabane est surréaliste. 3 heures. La première heure, silence complet.
pas de radio. Mon esprit est vide. Je ne suis pas triste, ni en colère, juste engourdi, comme après une opération. Puis, une sensation étrange arrive, le soulagement. Une vague massive, écrasante. Le poids que je portais se lève, la tension dans la mâchoire et la poitrine disparaît. Je respire à nouveau. Je m'arrête à une station, fais le plein, prends un café, et je me surprends à sourire. J'arrive à la cabane juste après minuit. Lumière allumée, musique et rire à l'intérieur. Je respire un grand coup avant d'entrer. Dès que j'ouvre la porte, tous les trois me regardent. Simon le premier. Regarde ce que le chat a ramené. On allait lancer une équipe de recherche. Je souris faiblement, pose mon sac. Ray, attentif, voit mon unique sac et me demande « Hey, ça va ?» Et tout se déverse. Je leur raconte tout. Les critiques constantes, les leçons, les tentatives d'intégration à son cercle, les sabotages, la dispute pour le voyage, la semaine de guerre froide, l'ultimatum final. Je m'attends à ce qu'ils soient en colère pour moi. À un « je te l'avais dit » de Simon. Mais non. Ils écoutent, patients. Quand je finis, silence. Simon se lève, prend une bière au frigo, me l'attend, pose la main sur mon épaule. Tu as fait le bon choix. Sérieux, sans sarcasme. On est toujours là pour toi. Ray et Eugène acquiescent. Pas de gloire, pas de fête, juste un soutien silencieux et constant. Je sais alors avec certitude que j'ai pris la seule bonne décision. Le reste du week-end est exactement ce dont j'avais besoin. On ne parle plus d'Isabelle, pas besoin. On reprend notre rythme, pêche sur le lac, soleil et calme. On fait un énorme barbecue, on se raconte des histoires idiotes du lycée autour du feu. Pour la première fois depuis des mois, je suis totalement moi-même. Pas besoin de filtrer mes mots, d'analyser mes pensées. Juste exister. Je suis chez moi. De retour en ville, dimanche soir, mon appartement vide et calme, paisible, mon espace à nouveau. Les messages et appels manqués d'Isabelle? Je les supprime, bloque son numéro et toutes ses plateformes. Sa tentative de réécrire la narration, de se poser en victime héroïque, est prévisible et presque drôle. Je suis fini avec elle. La vie reprend, ou plutôt une nouvelle normalité. Je vois mes amis plus souvent, les soirées jeux et films reprennent, je reconnecte avec une partie essentielle de moi, mon travail et mon sommeil s'améliorent. La vie est tranquille, mais bonne. Quelques mois plus tard, un message d'une ancienne collègue, dont c'était l'anniversaire, me fait savoir qu'Isabelle était chez une amie et que je faisais l'objet principal de conversation. Elle se plaint de sa vie amoureuse, de l'impossibilité de trouver un homme bien, décrivant tous les hommes comme émotionnellement immatures ou misogynes. Puis elle conclut, face à tout le groupe, parfaitement sérieuse. Tous les bons hommes sont déjà pris, les autres sont juste des misogynes émotionnellement indisponibles. Il n'y a plus de bons hommes. Je ris aux éclats. L'ironie est parfaite. Elle a trouvé un homme bien, loyal, prêt à grandir avec elle, et elle l'a systématiquement chassé parce qu'il ne correspondait pas à son idéal idéologique. Elle n'a pas évité une balle, elle s'est tirée dans le pied, et maintenant, elle se plaint seule du problème qu'elle a créé. Quelques mois plus tard, je suis chez moi. L'appartement est propre et paisible. Simon et Ray sont sur le canapé, Eugène arrive. On débat pour savoir si Die Hard est un film de Noël. Pizza sur la table, moment classique et insignifiant, mais merveilleux. Je suis heureux, vraiment heureux. En regardant en arrière, Isabelle parlait beaucoup de masculinité toxique. J'ai appris que la toxicité n'a pas de genre. C'est un comportement. Contrôler quelqu'un, l'isoler de son réseau de soutien, conditionner l'amour à sa transformation. Elle croyait me sauver de mes amis. En réalité, ce sont mes amis qui m'ont sauvé d'elle.